Le Père Goriot, Honoré de Balzac, lu par Équilivre, livre audio. Suite. Le lendemain, Rastignac fut réveillé sur les 2 heures de l'après-midi par Bianchon, qui, forcé de sortir, le pria de garder le Père Goriot, dont l'état avait fort empiré pendant la matinée. Le bonhomme n'a pas 2 jours, n'a peut-être pas 6 heures à vivre, dit l'élève en médecine. Et cependant, nous ne pouvons pas cesser de combattre le mal. Il va falloir lui donner des soins coûteux. Nous serons bien ses gardes-malades. Mais je n'ai pas le sou, moi. J'ai retourné ses poches, fouillé ses armoires, 0 au quotient. Je l'ai questionné dans un moment où il avait sa tête. Il m'a dit ne pas avoir 1 liard à lui. Qu'as-tu, toi ? Il me reste 20 francs, répondit Rastignac. Mais j'irai les jouer, je gagnerai. Si tu perds, je demanderai de l'argent à ses gendres et à ses filles. Et s'ils ne t'en donnent pas, reprit Bianchon, le plus pressé dans ce moment n'est pas de trouver de l'argent. Il faut envelopper le bonhomme d'un synapisme bouillant, depuis les pieds jusqu'à la moitié des cuisses. S'il crie, il y aura de la ressource. Tu sais comment cela s'arrange. D'ailleurs, Christophe t'aidera. Moi, je passerai chez l'apothicaire, répondre de tous les médicaments que nous y prendrons. Il est malheureux que le pauvre homme n'ait pas été transportable à notre hospice. Il y aurait été mieux. Allons, viens, que je t'installe, et ne le quitte pas que je ne sois revenu. Les 2 jeunes gens entrèrent dans la chambre où gisait le vieillard. Eugène fut effrayé du changement de cette face convulsée, blanche et profondément débile. « Eh bien, papa, lui dit-il, en se penchant sur le grabat. » Goriot leva sur Eugène des yeux ternes et le regarda fort attentivement sans le reconnaître. L'étudiant ne soutint pas ce spectacle. Des larmes humectèrent ses yeux. « Bianchon, ne faudrait-il pas des rideaux aux fenêtres ? Non, les circonstances atmosphériques ne l'affectent plus. Ce serait trop heureux s'il avait chaud ou froid. Néanmoins, il nous faut du feu pour faire les tisanes et préparer bien des choses. Je t'enverrai des falourdes, qui nous serviront jusqu'à ce que nous ayons du bois. Hier et cette nuit, j'ai brûlé le tien, et toutes les mottes du pauvre homme. Il faisait humide, l'eau dégouttait des murs. À peine ai-je pu sécher la chambre. Christophe l'a balayée, c'est vraiment une écurie. J'y ai brûlé du genièvre, ça puait trop. Mon Dieu, dit Rastignac, mais ces filles... Tiens, s'il demande à boire, tu lui donneras de ceci, dit l'interne en montrant à Rastignac un grand pot blanc. Si tu l'entends se plaindre et que le ventre soit chaud et dur, tu te feras aider par Christophe pour lui administrer. Tu sais, s'il avait, par hasard, une grande exaltation, s'il parlait beaucoup, s'il avait enfin un petit brin de démence, laisse-le aller. Ce ne sera pas un mauvais signe, mais envoie Christophe à l'hospice Cochin. Notre médecin, mon camarade ou moi, nous viendrons lui appliquer des moxas. Nous avons fait ce matin, pendant que tu dormais, une grande consultation avec un élève du docteur Gall, avec un médecin en chef de l'Hôtel-Dieu et le nôtre. Ces messieurs ont cru reconnaître de curieux symptômes, et nous allons suivre les progrès de la maladie, afin de nous éclairer sur plusieurs points scientifiques assez importants. Un de ces messieurs prétend que la pression du sérum, si elle portait plus sur un organe que sur un autre, pourrait développer d'effets particuliers. Écoute-le donc bien, au cas où il parlerait, afin de constater à quel genre d'idées appartiendraient ses discours. Si c'est des effets de mémoire, de pénétration, de jugement, s'il s'occupe de matérialité ou de sentiment, s'il calcule, s'il revient sur le passé. Enfin, soit en état de nous faire un rapport exact. Il est possible que l'invasion ait lieu en bloc. Il mourra imbécile, comme il l'est en ce moment. Tout est bien bizarre dans ces sortes de maladies. Si la bombe crevait par ici, dit Bianchon, en montrant l'occiput du malade, il y a des exemples de phénomènes singuliers. Le cerveau recouvre quelques-unes de ses facultés et la mort est plus lente à se déclarer. Les sérosités peuvent se détourner du cerveau, prendre des routes dont on ne connaît le cours que par l'autopsie. Il y a, aux incurables, un vieillard hébété chez qui l'épanchement a suivi la colonne vertébrale. Il souffre horriblement, mais il vit. « Se sont-elles bien amusées » dit le père Goriot qui reconnut Eugène.
Oh, il ne pense qu'à ses filles, dit Bianchon. Il m'a dit plus de 100 fois cette nuit, elle danse, elle a sa robe. Il les appelait par leur nom. Il me faisait pleurer, diable m'emporte, avec ses intonations. Delphine, ma petite Delphine, Nasie. Ma parole d'honneur, dit l'élève en médecine, c'était à fondre en larmes. Delphine, dit le vieillard, elle est là, n'est-ce pas? Je le savais bien. Et ses yeux recouvrèrent une activité folle pour regarder les murs et la porte. Je descends dire à Sylvie de préparer les sinapismes, cria Bianchon. Le moment est favorable. Rastignac resta seul près du vieillard, assis au pied du lit, les yeux fixes sur cette tête effrayante et douloureuse à voir. Madame de Beauséant s'enfuit. Celui-ci se meurt, dit-il. Les belles âmes ne peuvent pas rester longtemps en ce monde. Comment les grands sentiments s'allieraient-ils, en effet, à une société mesquine, petite et superficielle? Les images de la fête à laquelle il avait assisté se représentèrent à son souvenir, et contrastèrent avec le spectacle de ce lit de mort. Bianchon reparut soudain. « Dis donc, Eugène, je viens de voir notre médecin en chef, et je suis revenu toujours courant. S'il se manifeste des symptômes de raison, s'il parle, couche-le sur un long sinapisme, de manière à l'envelopper de moutarde depuis la nuque jusqu'à la chute des reins, et fais-nous appeler. » « Cher Bianchon, dit Eugène. »« Oh, il s'agit d'un fait scientifique, reprit l'élève en médecine, avec toute l'ardeur d'un néophyte. »« Allons, dit Eugène, je serai donc le seul à soigner ce pauvre vieillard par affection. »« Si tu m'avais vu ce matin, tu ne dirais pas cela, reprit Bianchon, sans s'offenser du propos. Les médecins, qui ont exercé, ne voient que la maladie. Moi, je vois encore le malade, mon cher garçon. » Il s'en alla, laissant Eugène seul avec le vieillard, et dans l'appréhension d'une crise qui ne tarda pas à se déclarer. « Ah, c'est vous, mon cher enfant, dit le père Goriot en reconnaissant Eugène. « Allez-vous mieux? Demanda l'étudiant, en lui prenant la main. « Oui, j'avais la tête serrée comme dans un étau, mais elle se dégage. Avez-vous vu mes filles? Elles vont venir bientôt. Elles accourront aussitôt qu'elles me seront malades. Elles m'ont tant soigné rue de la Jussienne. Mon Dieu! Je voudrais que ma chambre fût propre pour les recevoir. Il y a un jeune homme qui m'a brûlé toutes mes mottes. »« J'entends Christophe, lui dit Eugène. Il vous monte du bois que ce jeune homme vous envoie. »« Bon, mais comment payer le bois? Je n'ai pas un sou, mon enfant. »« J'ai tout donné, tout. Je suis à la charité. La robe lamée était-elle belle au moins? Ah, je souffre. Merci, Christophe. Dieu vous récompensera, mon garçon. Moi, je n'ai plus rien. »« Je te payerai bien, toi et Sylvie, dit Eugène à l'oreille du garçon. Mes filles vous ont dit qu'elles allaient venir, n'est-ce pas, Christophe? Vas-y encore, je te donnerai 100 sous. Dis-leur que je ne me sens pas bien, que je voudrais les embrasser, les voir encore une fois avant de mourir. Dis-leur cela, mais sans trop les effrayer. Christophe partit sur un signe de Rastignac. « Elles vont venir, reprit le vieillard, je les connais, cette bonne Delphine, si je meurs. Quel chagrin je lui causerai. Nasie aussi. Je ne voudrais pas mourir pour ne pas les faire pleurer. Mourir, mon bon Eugène, c'est ne plus les voir. Là où on s'en va, je m'ennuierai bien. Pour un père, l'enfer, c'est d'être sans enfant, et j'ai déjà fait mon apprentissage depuis qu'elles sont mariées. Mon paradis était rue de la Jussienne. Dites donc, si je vais en paradis, je pourrai revenir sur terre en esprit autour d'elles? J'ai entendu dire de ces choses-là, sont-elles vraies? Je crois les voir en ce moment, telles qu'elles étaient rue de la Jussienne. Elles descendaient le matin. « Bonjour, papa, disait-elle. Je les prenais sur mes genoux, je leur faisais 1000 agaceries, des niches. Elles me caressaient gentiment. Nous déjeunions tous les matins ensemble. Nous dînions. Enfin, j'étais père. Je jouissais de mes enfants. Quand elles étaient rue de la Jussienne, elles ne raisonnaient pas. Elles ne savaient rien du monde. Elles m'aimaient bien. Mon Dieu, pourquoi ne sont-elles pas toujours restées petites? Oh, je souffre, ma tête me tire. Ah ah, pardon, mes enfants, je souffre horriblement, et il faut que ce soit de la vraie douleur. Vous m'avez rendu bien dur au mal. Mon Dieu, si j'avais seulement leurs mains dans les miennes, je ne sentirais point mon mal. Croyez-vous qu'elles viennent? Christophe est si bête, j'aurais dû y aller moi-même.
Il va les voir, lui. Mais vous avez été hier au bal. Dites-moi comment elles étaient. Elle ne savait rien de ma maladie, n'est-ce pas? Elle n'aurait pas dansé, pauvre petite. Oh, je ne veux plus être malade. Elles ont encore trop besoin de moi. Leurs fortunes sont compromises. Et à quel mari sont-elles livrées? Guérissez-moi, guérissez-moi, oh que je souffre. Ah, ah, ah. Voyez-vous, il faut me guérir, parce qu'il leur faut de l'argent, et je sais où aller en gagner. J'irai faire de l'amidon, en aiguille, à Odessa. Je suis un malin, je gagnerai des millions. Oh, je souffre trop. Goriot garda le silence pendant un moment, en paraissant faire tous les efforts pour rassembler ses forces afin de supporter la douleur. « Si elles étaient là, je ne me plaindrais pas, dit-il. Pourquoi donc me plaindre ?